Eh bien, très bien, bienvenue à tous. Bienvenue à tous pour ce premier séminaire de l'association Aftermath. Et donc, le premier séminaire, celui qui s'est désigné volontaire pour faire ce tout premier, c'est donc Jean-Marc Joubert qui va nous parler de détermination du diagramme chrome-manganèse, une nouvelle étude par l'outil de la diffraction neutronique in situ. Donc, ce que je vous propose, c'est de bien vérifier que vos micros sont éteints pendant que Jean-Marc fait sa présentation et peut-être de me faire signe dans le chat au fur et à mesure quand vous aurez, si vous souhaitez avoir des questions, pouvoir poser une question à Jean-Marc à la fin, comme ça je les listerai et je vous passerai la parole dans l'ordre à la fin de la présentation de Jean-Marc qui devrait durer environ 40 minutes. Voilà. Jean-Marc, c'est à toi. Ok, je te remercie Olivier. Tu m'entends là, c'est bon? Parfait. Ok, merci Olivier, merci à tous d'être venus voir le séminaire. Donc, je suis très content d'inaugurer cette série de séminaires de la nouvelle association Aftermath. Et voilà, en 2 mots, préparer le séminaire m'a pas coûté grand-chose parce que c'est déjà quelque chose que j'avais partiellement présenté à la conférence TOFA l'année dernière, mais que j'ai quand même significativement complété depuis. Et puis le séminaire, je l'ai aussi donné en interne ici à l'ICMPE, donc j'ai pu déjà m'échauffer sur cette thématique. Cela tout en écrivant la publication correspondante à cette étude, donc je devrais être à peu près au point sur la présentation. Donc je vais parler du système chrome-manganèse que j'ai étudié en utilisant la diffraction de neutrons in situ sur poudre. Et puis, bon, je crois que le talk il est intéressant, non seulement parce qu'il parle bien sûr de ce système, qui est un système relativement important, mais aussi parce qu'il permet de dégager quelques conclusions beaucoup plus générales sur la détermination du diagramme de phase en général, sur les évaluations, sur les erreurs qu'il peut y avoir dans la littérature, etc. Donc c'est pour ça que je pensais que c'était assez intéressant de le présenter dans le cadre de cette nouvelle série de séminaires. Voilà, donc sans plus attendre, le diagramme de phase chrome-manganèse, qui est représenté ici, avec 2 phases intermétalliques, dont on va parler bien sûr par la suite. Donc la phase sigma, ici, qui est au milieu, côté droit du diagramme, et puis la phase alpha ou alpha prime, qui est ici. Donc ça, c'est pour les phases intermétalliques, reportées dans le système. Ayant plusieurs domaines de solutions solides, cubique centré ici, basé sur le chrome, et puis les 4 solutions solides basées sur les 4 formes allotropiques du manganèse, les structures alpha et bêta, là, qui sont des structures complexes du manganèse, typiques du manganèse, gamma, qui est la structure cubique à phase centrée, et delta, qui est la structure cubique centrée du manganèse. Voilà. Alors, le système chrome-manganèse a été évalué par Venkat Raman en 1986, et à partir de mesures expérimentales qui ont été conduites sur ce système dans les années entre 1949 et 1964, avec déjà une première remarque, comme quoi toutes les données connues sur ce système sont relativement anciennes et rien de nouveau a été publié sur le système depuis 1964, ce qui fait quand même pas mal de temps. Voilà, donc comme je l'ai dit, on va s'intéresser en fait, à ces 2 phases intermétalliques au cours de l'exposé, en commençant par la phase sigma. Donc la phase sigma, c'est une phase que certains d'entre vous connaissent bien, une phase donc intermétallique formée entre les métaux de transition, relativement commune dans les systèmes de métaux de transition, puisqu'elle existe dans 42 systèmes binaires différents. C'est notamment la phase qui existe dans le système chrome-fer, elle est très très connue dans ce système-là, notamment pour ses propriétés un peu nocives liées à sa fragilité et à la possibilité de fragiliser les aciers, notamment dans le cas du système chrome-fer, quand la phase précipite. C'est le même problème aussi pour les superalliages base-nickel. C'est des phases qu'on cherche à tout prix à éviter
D'une part parce qu'elles sont fragiles et aussi parce qu'elles peuvent concentrer certains des éléments d'addition que l'on met dans les alliages pour les durcir notamment. D'un point de vue structural, donc la phase sigma fait partie du groupe des phases qu'on appelle les phases de Frank-Casper ou les phases topologiquement compactes, qui sont tout un groupe de phases très fréquentes dans les systèmes intermétalliques, notamment entre métaux de transition. Sa structure est relativement complexe, avec 5 sites cristallographiques différents qui sont montrés sur ce transparent. Alors, une caractéristique de cette phase, c'est qu'elle est caractérisée par un très grand degré de non-stoichiométrie, qui fait que d'une part, hein, la phase n'apparaît jamais à une même composition dans différents systèmes, elle peut apparaître un peu n'importe où dans le diagramme de phase suivant les systèmes. Et puis deuxièmement, par le fait que dans beaucoup de systèmes, elle possède un domaine d'homogénéité relativement large. Voilà. Alors, tout ça, ces deux phénomènes sont expliqués par le fait de l'accommodation de la non-stoichiométrie par des occupations mixtes des sites. Alors, je veux dire par là que tous les sites de la structure, ici, dans le cas d'un système binaire, par exemple, peuvent être occupés par les deux types d'atomes, dans des proportions qui peuvent être différentes. Donc, la phase elle possède ainsi des caractéristiques à la fois d'ordre et de désordre. Elle est ordonnée dans le sens où il y a 5 sites qui sont différents et dont l'occupation par les atomes sont différentes. Mais elle a aussi une caractéristique désordonnée dans le sens que, dans beaucoup de cas, tous les sites ont des occupations mixtes, sont occupés par les deux types d'atomes. Alors, un petit exemple pour fixer les idées. Ici, c'est le système molybdène-rhénium. Dans ce système, les taux d'occupation ont été étudiés expérimentalement sur les différents points ici de la figure, en fonction de la composition à travers le domaine d'homogénéité de la phase. On représente ici donc l'occupation des différents sites représentés par les différentes couleurs en molybdène, en sachant que s'il y a 40% de molybdène sur un site, il y a 60% de rhénium. C'est une accommodation substitutionnelle du défaut. Il n'y a pas de lacune. Chaque site est occupé complètement, soit par l'un, soit par l'autre, soit par un mélange des deux atomes. Et ce qu'on voit, c'est que c'est dans des proportions différentes dans tous les sites, mais que tous les sites, ou presque tous les sites, à part peut-être le site rouge ici, sont occupés par les deux types d'atomes, parce qu'il n'y a pas une occupation qui est de 0 ou de 100%. Et en plus, ça change en fonction de la composition, parce qu'évidemment, il faut pouvoir accommoder les changements de composition par des taux d'occupation qui vont varier en fonction de la composition. Voilà. Alors, autre remarque, donc ça, je parlais ici des points. L'autre remarque qu'on peut faire, c'est que, bon, ça c'est le travail qu'on a fait depuis pas mal d'années avec Jean-Claude Crivello, c'est qu'on sait calculer, en utilisant les données de calcul DFT, on sait prédire et calculer les taux d'occupation en fonction de la composition et de la température, donc par pur calcul. Et dans beaucoup de systèmes, il y a un très bon accord, comme on peut voir ici, entre les mesures expérimentales qu'on peut faire et les calculs issus de la DFT. Voilà, alors je reviens au système chrome-manganèse et donc je présente un zoom ici du système chrome-manganèse autour de la phase sigma. Et pour raconter un peu ce qui se passe ici, ce qui a été reporté dans la littérature au niveau de cette transition de phase. Alors il se trouve qu'il y a des preuves expérimentales qu'il se passe quelque chose, notamment ici autour de 1000 degrés. Preuves expérimentales qui ont été vues notamment par analyse thermique ou par anomalie dans des propriétés magnétiques, notamment la susceptibilité magnétique, ou par des sauts dans l'expansion thermique ou même dans le volume mesuré de la phase. Donc, on est mis en évidence de manière quasi certaine la présence d'une transition de phase, probablement du premier ordre. Ça, c'est un point de vue un peu physique. Et maintenant, d'un point de vue structural, il y a des études qui ont été faites, au départ par diffraction des rayons X, d'une part ex situ, c'est-à-dire des diffractions X faites à température ambiante
à partir d'échantillons trempés des domaines ici haute température ou basse température, voire même dans un cas, une étude in situ où on a mesuré en fonction de la température dans cette zone-là. Et dans chacun des cas, on a trouvé la même structure, c'est-à-dire qu'on ne voyait pas de différence entre la soi-disant phase haute température et la phase basse température. Donc cela a conduit à une conclusion préliminaire qui est présente dans la littérature, comme quoi cette transition de phase ici sera une transition ordre-désordre, donc une phase qui serait ordonnée entre guillemets à basse température et désordonnée à basse température. Alors, transition ordre-désordre que l'on ne verrait pas en fait réellement, ça parce que en diffraction des rayons X, on n'a pas de contraste qui nous permet entre le chrome et le manganèse, qui nous permet de mettre en évidence une différence d'ordre, de différence des populations des différents atomes, des taux d'occupation des différents atomes dans la phase. C'est la limitation de la diffraction des rayons X. Alors, un petit aparté ici pour vous dire que, évidemment, pour ceux qui me connaissent, que la phase sigma, c'est une phase qui m'intéresse déjà depuis pas mal de temps. J'avais publié en 2008 une revue sur cette phase ici, dans laquelle cette histoire de transition hors désordre dans la phase sigma était déjà adressée. Du moins, j'avais fait une revue de ce qui existait. Et pour dire ici, vous avez toute une liste de systèmes dans lesquels justement, dont le chrome-manganèse bien sûr, dans lequel cette soi-disant transition hors désordre avait été, je ne vais pas dire vue, parce qu'elle n'a jamais été réellement vue, mais on avait fait l'hypothèse qu'il pouvait y avoir une telle transformation. Voilà. En fait, cette étude-là que j'ai produite sur chrome-manganèse, c'est un peu en partie pour pouvoir élucider cette histoire de transition hors désordre. Donc, cependant, ici, il vous dit que, d'une part, cette transformation à désordre, elle a été formulée de manière hypothétique dans pas mal de systèmes, comme on l'a dit, mais elle n'a jamais été vue de manière structurale. On n'a jamais eu aucune preuve structurale de la transformation, ni dans aucun des autres systèmes, ni dans celui-ci, puisque justement les rayons X ne peuvent pas voir si la phase est ordonnée ou désordonnée. Voilà. Et l'autre remarque, c'est que, comme on l'a vu déjà, comme je vous ai montré ici sur le molybdène-rhénium, mais ça va être le cas aussi sur le chrome-manganèse, c'est que la phase basse température, elle est déjà significativement désordonnée, parce qu'on a déjà des occupations mixtes et même très mixtes, on va dire, à basse température. C'est pour ça qu'on a du mal à imaginer comment cette phase qui est déjà de nature très désordonnée pourrait se désordonner encore plus à partir de 1000 degrés, surtout à travers une transition du premier ordre, alors qu'aucun changement de symétrie n'est attendu. Parce que contrairement aux phases FCC, par exemple, qui s'ordonnent en phase L1-2 ou L1-0, là, la mise en ordre ou la mise en désordre dans la phase sigma ne conduit à aucun changement de symétrie, parce que les 5 sites cristallographiques, ils restent de toute façon distincts, quels que soient les taux d'occupation dans la phase. Voilà. Alors, j'avais conduit à l'époque, donc ça c'est toujours 2008, une première étude par diffraction de neutrons pour étudier cette fameuse transition. Mais c'était ex situ, c'est-à-dire de nouveau, c'était à partir d'échantillons trempés à partir des domaines haute température et basse température. Alors pourquoi les neutrons? Parce que contrairement aux rayons X, où on a mis le contraste est donné par la différence de numéro atomique, donc c'est 24 et 25 en cas de manganèse, c'est des éléments voisins dans le tableau périodique, donc aucun contraste qui permet de les distinguer. En diffraction de neutrons, le contraste il est énorme entre le chrome et le manganèse, puisque donc, le facteur en compte, c'est la longueur de Fermi, le B, coefficient de diffusion cohérente, on appelle ça. Il est positif ici pour le chrome et négatif pour le manganèse. La différence entre les deux, elle est énorme. C'est ça qui est important pour la mise en évidence de l'ordre.
Alors, ce qu'on avait vu déjà à l'époque, hein, c'est que entre un échantillon trempé de domaine haute température et celui trempé de domaine basse température, on n'avait aucune différence dans les taux d'occupation. Donc, cette histoire de mise en désordre, on n'avait pas pu la prouver. Voilà. Donc, la seule explication maintenant qui permettait de réconcilier un peu toutes les données, parce que d'un côté, on est sûr qu'il y a une transition par les manips d'analyse thermique, la volumétrie, la coefficient de dilatation, etc. On est sûr qu'il y a une transition. Et puis d'un autre, d'un point de vue structural, sur les alliages, entre les alliages recul dans des domaines différents, on voit aucune différence. Donc, la seule façon de réconcilier ces différentes données, c'était d'imaginer que la phase à température ne pouvait pas être trempée, c'est-à-dire que cette mesure ici des données mesurées à température trempée à partir de la haute température n'était pas caractéristique de ce qui se passe à haute température. Donc, la conclusion, pour lever le voile un peu sur ce qui se passe, c'est qu'il fallait faire une étude in situ, c'est-à-dire retourner à haute température et mesurer directement de manière cristallographique qu'est-ce qui se passe à haute température. Et deuxièmement, il fallait mesurer par diffraction de neutrons, pour les questions qu'on a déjà évoquées de la possibilité de mesurer l'ordre ou le désordre. Alors pour ça, il faut aller à l'Institut Laoué-Langevin, à Grenoble, utiliser une source de diffraction de neutrons. Alors c'est un peu plus compliqué, mise en œuvre que les rayons X, mais c'est toujours possible de faire un projet. Je rappelle je profite pour rappeler qu'il y a une ligne qui s'appelle D1B, qui est une ligne qui s'appelle le CRG française, c'est-à-dire pour lequel les labos français ont un accès privilégié. C'est la ligne sur laquelle j'ai pu travailler. L'alliage avait été synthétisé par réduction, recuit, homogénéisé dans le domaine basse température, caractérisé, monophase, la phase sigma. Et puis on a conduit l'expérience de diffraction de neutrons in situ dans un four, ce gros four qui est là jusqu'à 1200 degrés avec l'échantillon dans un container en niobium, tout ça sous vide, avec bien sûr une analyse Rietveld des données de diffraction. Donc voilà typiquement les données de diffraction que l'on peut mesurer in situ. Donc typiquement des acquisitions de l'ordre de 20 minutes, entre 10 et 30 minutes suivant les températures. Bien sûr avec la présence du niobium qui est le conteneur. Toute petite présence de MNO qu'on ne peut jamais éviter dans le cas des alliages de manganèse. Donc voilà, on augmente sa température et puis on mesure la diffraction. Ce qu'on peut voir jusqu'à 1000 degrés, c'est l'évolution des paramètres de maille en fonction de la température, qui suit des lois à peu près normales, régulières, sans anisotropie particulière. Et puis, on peut mesurer les taux d'occupation in situ. Donc ça, à ma connaissance, pour la phase sigma, ça n'a jamais été fait. Donc, je pense qu'il n'y a pas de données existantes de taux d'occupation mesurés en fonction de la température dans la littérature pour la phase sigma. C'est des choses relativement importantes. Je n'ai pas trop le temps d'insister sur l'intérêt de ces mesures, notamment pour la modélisation thermodynamique. Ce qu'on a pu comparer, c'est la même chose que ce que j'ai montré tout à l'heure sur molybdène-rhénium, à l'aide des calculs de Jean-Claude Crivello, donc la comparaison entre les mesures expérimentales et puis les données calculées, avec cette fois-ci un accord qui est pas mal, mais qui n'est pas aussi bon que ce qu'on a dans pas mal d'autres systèmes. On trouve des choses relativement plus désordonnées que ce que prévoyait la DFT. Voilà. Puis ce qu'on voit, c'est un peu la mise en désordre, entre guillemets, mais progressive, c'est-à-dire les taux d'occupation qui tendent à converger vers une limite qui serait égale à la composition nominale de l'échantillon, c'est-à-dire à 21% de chrome en moyenne, notamment pour ces sites ici qui tendent à se rapprocher. Donc, c'est l'histoire entre les sites de haute coordination et de basse coordination, qui ont des occupations différentes en chrome et manganèse, tout ça tendant à s'atténuer en fonction de la température. C'est assez intéressant de le noter. Voilà. Bon, ce qui est évidemment le plus intéressant, c'est de savoir, bien sûr, ce qui va se passer
au-delà de 1000 degrés pour voir cette fameuse transition hors descente. Et là, surprise, voilà, ce qui se passe, c'est qu'à 1000 degrés, on n'a pas du tout une transformation hors descente de la phase sigma, mais au contraire, une transformation de phase entre deux phases qui sont complètement différentes, c'est-à-dire la phase sigma, une part à basse température, et puis une phase BCC, une phase cubique centrée, solution solide, désordonnée évidemment, pure, monophase, etc. Donc une transformation complètement instantanée d'une part, et puis réversible, on va le voir par la suite au refroidissement. Si on analyse les volumes, avec un gros saut sur le volume, qui pour le coup nous explique très bien les anomalies qui avaient été vues sur les coefficients de dilatation, dans toutes les mesures de dilatométrie qui avaient pu être faites, parce que la phase BCC est moins compacte que la phase sigma. Au refroidissement, la transformation est parfaitement réversible, très facilement localisable en température, il n'est pas tellement d'hystérésis. On retrouve donc là, le pas était plus serré, entre 1010 et 990 degrés. On a la transformation complète de la phase BCC, de nouveau dans la phase sigma. Alors, le seul petit souci qu'on a eu ici, c'est dans l'analyse maintenant au retour de la phase sigma, parce qu'on a eu d'énormes problèmes d'analyse en Rietveld des intensités. Autant au niveau de la maille, on est sûr que c'est la phase sigma, il n'y a aucune ambiguïté. Autant sur les taux d'occupation, enfin sur les intensités des pics, on a un peu n'importe quoi. Quelque chose dont on n'arrive pas à fitter, mais qui en plus est erratique, c'est-à-dire en fonction des températures, on a des choses très différentes et tout à fait erratiques. Ça nous a posé pas mal de problèmes, parce que d'une part, on voulait remesurer les taux d'occupation au retour, et comme les taux d'occupation sont extraits à partir d'affinement des intensités, on n'a pas pu le faire. Et puis d'autre part, on ne comprenait pas trop ce qui se passait. Ça, on a pu le comprendre en fait, en examinant post-mortem les échantillons. On s'est aperçu d'une part que l'échantillon, donc au départ c'est des poudres, hein. L'échantillon est en poudre, il est dans le conteneur en niobium ici qui était fermé, c'est une sorte de petit tube, enfin, genre, ça fait la taille d'une cigarette à peu près. Toujours, les échantillons sont gros, hein, il y a 7 grammes d'échantillons ici. Et on s'est aperçu que ça avait frité à l'intérieur. Ça, c'est pas forcément normal, hein, vu les températures. Par contre, ce qui est plus anormal, c'est les profils de diffraction qu'on a eu, parce que si on a fait de la diffraction aussi sur une tranche de l'échantillon post-mortem, on a de nouveau des intensités qui ne sont pas du tout en accord avec ce que laisse prévoir la phase sigma, alors que si on remet en poudre l'échantillon, là on retrouve bien les intensités correctes. Et au final, on a fait une analyse EBSD qui nous a permis d'analyser la taille des grains dans l'échantillon, et on s'est aperçu en fait, que les problèmes qu'on a, ils sont reliés à un énorme grossissement de grains consécutif au frittage qui s'est fait, avec des grains qui se retrouvent millimétriques, alors qu'on parle de poudre au départ tamisée à 50 microns à peu près. En fait, les grains, alors, soit lors de la transformation en phase BCC, soit pendant l'excursion à haute température, puisqu'on est monté jusqu'à 1200 degrés, non seulement ils sont frités, mais en plus ils sont orientés tout dans la même direction, de façon à faire un grossissement de grains énorme, hein. On doit avoir des grains de 2 mm, donc on n'est plus du tout dans les conditions bonnes pour faire de la diffraction de poudre classique. On a toutes les orientations statistiques, mais voilà, on a des problèmes énormes pour l'analyse des intensités. On a conduit un deuxième cycle qui va permettre de revérifier, de remesurer de manière plus précise donc la transition au chauffage, donc localisé entre 1010 et 1030. Puis cette fois-ci, pour le refroidissement, on a fait une trempe, aussi bien qu'on puisse faire avec ce type de four, parce que le four il fait 1 mètre de diamètre, donc c'est pas forcément facile de faire une vraie trempe, mais on a fait le mieux qu'on peut. Il y a un refroidissement qui était quand même jusqu'à 30 degrés, 30 ou 40 degrés par minute. En faisant des acquisitions très serrées, donc les acquisitions sont de l'ordre d'1 minute
par acquisition de diagrammes. Et ce qu'on a vu, c'est que dans ces conditions de trempe, on ne pouvait pas retenir la phase BCC et qu'elles sont transformées instantanément, c'est-à-dire dépasser la température de 1000 degrés. Dès qu'on repasse en dessous de 1000 degrés, on a une transformation spontanée en phase sigma. Voilà. Alors, du coup, on peut faire une mise à jour du diagramme de phase, parce que du coup, cette transformation hors désordre qui avait été formulée comme hypothèse dans la description du diagramme, elle n'existe pas. Donc, il n'y a pas de phase sigma ici. Puis maintenant, si on veut reconstruire le diagramme, il faut se souvenir que la solution solide de chrome, elle est bien sûr BCC, mais que la solution solide delta du manganèse, ici, elle est aussi BCC. Et nous, ce qu'on a observé, c'est que la phase sigma, ici, à 1000 degrés, elle se transforme en phase BCC. Donc, la version la plus probable du diagramme de phase, c'est d'imaginer effectivement une continuité de la phase BCC entre le chrome pur et la phase delta du manganèse, avec cette fois-ci la transformation congruente telle qu'on a pu la mettre en évidence, premier ordre, congruente entre la phase sigma et la phase BCC, telle qu'on voit par notre étude de diffraction de neutrons. Et puis ensuite, le fait que la phase, elle est... Nous, on l'a vu, que cette transformation est non trempable, c'est-à-dire que quand on repart d'ici et qu'on trempe, on n'arrive pas à stabiliser la phase BCC, alors que dans ce domaine-là, on peut le stabiliser. Ce qu'on sait par ailleurs, c'est que la phase delta manganèse, elle n'est pas trempable non plus. La phase BCC du manganèse, quand on refroidit, même très rapidement, on n'arrive jamais à la stabiliser. Donc, ce n'est pas du tout anormal qu'à partir d'un certain taux de manganèse, on arrive ici dans toute une zone BCC haute température, mais qu'on ne puisse pas retenir dans des conditions classiques, je dirais, de trempe. Voilà, c'était le premier échantillon qu'on a étudié et qui était ici. Il y avait un deuxième échantillon qu'on a étudié par diffraction de neutrons et qui était localisé un peu en dehors du domaine homogénéité de la phase sigma et qui était fait plus ou moins de manière à étudier la phase alpha prime. Alors, quelques données sur la littérature dans cette fameuse phase alpha prime. Donc, elle a été vue dans la littérature par Pearson et puis par Wartel 64. Mais les preuves de son existence restent relativement légères. À chaque fois, elle avait été vue dans des alliages triphasés. Et puis, toutes les données qui sont regardées présentent des résultats relativement erratiques. Et enfin, la structure qui a été proposée, c'est la structure alpha-Mn. Alors ça pose question parce que alpha-Mn, c'est la structure de alpha, de la manganèse alpha qui est là. On a du mal à imaginer, et ça s'est vu dans aucun autre système, que la structure alpha-Mn puisse être restabilisée ici, dans une zone complètement différente de composition aussi. C'est assez bizarre, en fait. Et puis, il y a pas mal de données dans la littérature qui fait qu'il n'y a pas vraiment des preuves formelles de l'existence de cette phase. D'autre part, si on étudie bien la littérature, c'est parce qu'il y a pas mal de gens qui ont reporté la possible contamination d'alliage chrome-manganèse, quelle que soit la composition dans le diagramme, par l'azote, et notamment lors de recuits dans des tubes en silice, ce qui est la façon la plus traditionnelle de mettre à l'équilibre les alliages, notamment à haute température, parce que l'azote diffuserait de manière assez importante à travers la silice à partir d'une température, disons, de 1100 degrés à peu près. Conduisant la contamination de l'alliage et la formation de nitrure, il y a vraiment des gens qui avaient vu ça dans la littérature. Sans qu'il y ait eu une réelle connexion entre les gens qui avaient vu la phase alpha-Mn et puis ceux qui ont vu ça. Alors moi, qu'est-ce que j'ai vu dans cet alliage-là? J'ai bien revu la phase alpha-Mn, bien qu'en petite quantité, mais c'était indubitable qu'elle était là. Puis au rayon X, j'ai vu une phase FCC. J'ai vu ça au rayon X, mais au neutron, j'ai vu une phase L1 de phase ordonnée. Comme je disais tout à l'heure, au rayon X, on ne peut pas voir l'ordre entre le chrome et le manganèse. Ce qu'on voit particulièrement au neutron, ce qu'on a pu voir, c'est que la phase est L2. Et puis dans l'analyse, la caractérisation structurale, en fait, on
a vu que sur cette phase additionnelle, parce que j'avais la phase sigma, puis j'avais cette deuxième phase. Là, au MEB, on voit qu'il y a une grande quantité d'azote, même si on a du mal à la quantifier, mais il y a une grande quantité d'azote dans cette phase supplémentaire. Alors, elle a bien le bon ratio chrome sur manganèse correspondant à la fameuse phase alpha prime, mais en fait, d'une part, on voit de l'azote dedans, et en plus, la structure, dans la phase LA2, c'est exactement la structure de ce nitrure ici. Et en fait, le nitrure Mn4N, le nitrure binaire de manganèse, dans lequel peut se substituer le chrome. Et puis du coup, si on considère ça, on explique bien à peu près tout, y compris la présence de la phase alpha-Mn, parce que si on regarde le système chrome-manganèse-azote, la phase sigma est ici, et il y a bien un équilibre triphasé entre la phase sigma, la phase alpha-Mn et mon nitrure à Mn4N ou son extension dans le ternaire. Moi, je trouve une extension plus importante, avec jusqu'à 30% de chrome dedans. Du coup, si on prend de la phase sigma qu'on contamine en azote, on se retrouve dans un triphasé alpha-Mn, nitrure et phase sigma. Ce qui explique bien la présence de phase alpha-Mn. La présence d'une phase avec ce ratio 35% de chrome sur 65% de manganèse pour les espèces métalliques. Ce qui explique aussi les anomalies magnétiques qui avaient été vues parce que cette phase elle est ferromagnétique aussi. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout raconté. Et effectivement, dans mon échantillon, moi j'avais fait un recuit à relativement haute température, donc au-delà de 1100 degrés. C'est pas du tout étonnant que j'ai eu la même contamination qui avait été vue dans la littérature. En fait, l'indexation en tant qu'alpha-Mn, ce que je dis là, c'est au lieu d'une preuve de l'existence d'une nouvelle phase, c'est au contraire une preuve de la contamination de l'échantillon par l'azote. Mon interprétation explique aussi pourquoi à chaque fois on voyait 3 phases dans les échantillons. Ça explique que les manifs ne sont jamais reproductibles parce que ça dépend du taux d'azote. Ça explique les différentes anomalies. Alors, je ne vais pas dans les détails, mais j'ai vu aussi que cette phase elle se désordonne en fonction de la température. Et puis enfin, la dernière preuve, c'est que j'ai fait un autre échantillon. Celui-ci n'a pas été étudié par diffraction de neutrons. À la composition donc, du soi-disant alpha, la soi-disant phase alpha, chrome 34 à 66. Celui-là, j'ai évité de le recuire à haute température. Et là, j'ai rien d'autre que sigma plus la solution solide basée sur le chrome, avec absolument rien d'autre. Cette phase-là, elle n'existe pas. En discussion rapide. Concernant la phase sigma, donc, la transformation congruente donc, du sigma en BCC explique parfaitement toutes les données de la littérature. Les anomalies, évidemment, en ATD, puisqu'on a bien une transformation du premier ordre, les changements de l'expansion thermique, les changements de susceptibilité magnétique, compris, alors il faut relire en détail dans la publique de Wartel, il y avait pas mal de résultats que lui-même n'expliquait pas, ou du moins qui étaient passés sous silence dans la publication, qui sont parfaitement expliqués par mon interprétation. Et le fait que la phase BCC n'ait pas été vue, elle peut être parfaitement expliquée par le fait qu'on ne peut pas tremper. Donc, tous les gens qui ont analysé les alliages à température ambiante n'ont pas pu voir que la structure était BCC à haute température. Alors, cette histoire de réaction congruente entre la phase sigma et la phase BCC, ça n'a rien d'une nouveauté, hein, c'est pas un scoop, ça existe dans plein d'autres systèmes, notamment Chrome-Fer ici. Mais aussi, donc ces 4 autres systèmes, hein, mais aussi dans le système vanadium-manganèse, donc qui lui aussi contient le manganèse. Et en fait, si on regarde, vanadium-manganèse, c'est quasiment exactement la réplique du système chrome-manganèse tel qu'on va le proposer au final, hein, avec cette transformation congruente, l'absence d'une autre phase intermédiaire. Donc le diagramme, voilà, updated, hein,
Donc le diagramme initial, et puis voilà le diagramme auquel j'arrive. Donc avec la transformation congruente, et puis l'absence aussi d'une autre phase. Évidemment, ça a des implications pour la modélisation thermodynamique, pour les bases de données. Utile de rappeler que le système chrome-manganèse, c'est un système très important. C'est très important dans les aciers, les systèmes d'acier, pour lequel la phase sigma est aussi particulièrement importante, comme je l'ai dit. C'est un système très important pour les alliages à haute entropie, pour lequel le chrome et le manganèse là, sont deux éléments importants, et pour lequel la phase sigma est aussi une phase importante, parce que de même, elle peut nuire aux propriétés. Donc ça, c'est le diagramme calculé à l'aide d'une base de données commerciale TCFE, dans lequel la phase sigma avait été, conformément à la littérature, décomposée en deux phases sigma. La phase sigma, on veut dire normale ici, et puis une autre phase, appelée I sigma ici. Ce qui est pas mal, c'est quand on suspend la phase dans le calcul, on retrouve un diagramme qui ressemble quand même pas mal à ce que je propose, c'est-à-dire à une solution solide de continuité. Ceci dit, à basse température, il faut quand même revoir le domaine d'homogénéité, c'est pas du tout pour la phase. Et puis, bien sûr, il faut reprendre tous les ternaires élaborés à partir de chrome manganèse, etc. Ça peut être pas mal de travail. Conclusion, on a élucidé cette histoire de transformation de phase dans un système chrome manganèse. Il n'y a pas de transformation en désordre, au sens où la structure de sigma serait conservée à haute température. C'est vraiment une transformation, je veux dire, normale, congruente, entre deux phases qui n'ont rien à voir, la phase BCC et la phase sigma, rien à voir d'un point de vue structural. Encore qu'il y a des relations structurales entre sigma et manganèse, mais qui vont bien au-delà d'une simple transformation en désordre. Si cette transaction en désordre n'existe pas dans ce système, il y a quand même toutes les chances qu'elle n'existe pas non plus dans tous les autres systèmes dont j'ai parlé au début, pour lesquels les hypothèses d'une telle transformation avaient été reportées. Puis donc, la phase BCC ne peut pas être trompée, ce qui explique un peu les erreurs de la littérature. On a reporté les occupations de site, donc je pense pour la première fois, en fonction de la température pour la phase sigma. La phase alpha n'existe pas, c'est en fait un nitrure ternaire. Il faudra réviser donc les modélisations alpha, et bien sûr ça a des applications pour les bases de données acier et autres, dans laquelle la phase sigma est appliquée à un système multicomposant. Et puis, je voulais faire des conclusions un peu plus générales, sortir un peu de l'histoire de système chrome manganèse, pour dire ou redire qu'il ne faut jamais prendre pour argent comptant un diagramme de phase de la littérature. Cela même si c'est un diagramme qui semble avoir été bien étudié, et même si c'est sur un système classique, parce que chrome manganèse, qui imaginerait que les temps d'erreur dans un système aussi commun, aussi usuel. En fait, le problème des systèmes communs ou usuels, c'est que c'est des systèmes qui ont été, parce qu'ils étaient importants, et qui ont été étudiés très tôt dans la littérature, et donc avec des moyens expérimentaux qui n'étaient pas toujours, qui étaient ceux des années 50, 60, et qui n'étaient pas aussi, sûrement pas aussi sensibles, notamment d'un point de vue des caractérisations structurales, que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc, même si, effectivement, il y a eu des efforts très importants, on doit reconnaître le travail immense qui avait été conduit dans ces années-là, dans tous les aspects de détermination de diagramme de phase, il y en a pas mal d'entre eux qui doivent quand même être soumis, au moins en partie, avec des outils nouveaux d'interprétation. Je l'ai mentionné, ce système-là n'a pas fait l'objet d'aucune étude depuis 1964. Donc ça, c'est peut-être sans doute un problème. Autre chose, il y a pas mal d'erreurs dans la littérature qui sont souvent dues à des mauvaises interprétations de manip,
Et pas que les manips aient été nécessairement mal faites, etc., mais souvent parce qu'elles résultaient de mesures indirectes. C'est typiquement le cas dans notre système. On avait des mesures ATD, on avait des mesures de dilatation thermique, on avait des mesures de susceptibilité magnétique qui indiquaient quelque chose, il se passait quelque chose, et de fait, il se passe vraiment quelque chose à la température qui avait été reportée. Mais toutes ces mesures, elles étaient qu'indirectes dans le sens où il n'y avait pas de caractérisation structurale de quelle phase se transformait en quelle autre. Ça, effectivement, il faut se méfier quand on n'a pas d'informations structurales sur la nature des transformations. Alors, autre chose, c'est que les erreurs ont tendance à se répéter, à se reproduire. Et quand on étudie bien en détail la littérature, c'est pour ça qu'il est intéressant toujours de revenir aux données originales. On peut tracer les erreurs et voir comment elles se sont répétées. Et comment des choses qui étaient présentées par un auteur comme une simple hypothèse est devenue par un auteur suivant comme par le biais de la citation comme quelque chose d'assuré. Puis finalement, à force d'être répété, on a l'impression que c'est des faits complètement établis. Alors que souvent, ça repose soit sur des hypothèses, soit sur des preuves qui sont très très fragiles. Voilà. Il faut assez se méfier de ça. L'autre chose, il faut aussi se méfier des évaluations. C'est pratique l'évaluation parce que quelqu'un qui s'est tapé toute la biblio, qui a fait la revue, la compilation de toutes les données, etc., c'est effectivement très très utile. Mais dans certains cas, et puis c'était le cas ici pour l'évaluation de 24 Aman, là, bah, bon, il a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait, mais il a fourni une évaluation qui contenait un certain nombre d'erreurs. Certaines des erreurs auraient, à mon avis, pu être détectées, mais évidemment, c'est facile de le dire rétrospectivement. C'est pour ça qu'il est de nouveau toujours utile de revenir aux données originales. Autre chose importante, c'est qu'il faut toujours être suspicieux quand il y a des phases reportées dans des diagrammes de phase dont la structure cristalline n'a pas été identifiée. Alors ça, bon, je ne dis pas que c'est nécessairement des phases ternaires contenant une impureté, hein, comme on a eu le cas pour le nitrure dans ce cas-là, mais parce qu'il y a des structures qui sont très difficiles à déterminer, hein, même des structures de composés binaires qui peuvent être difficiles voilà, que personne n'a solutionné, c'est toujours possible, mais il faut quand même avoir un œil averti, ou du moins être particulièrement vigilant quand il y a, voilà, quand il y a des phases reportées, mais dont on ne connaît pas la structure. Parce que quand on connaît la structure, bah, voilà, il y a quand même moins de chances que ce soit une phase ternaire d'impureté. Alors que quand on ne connaît pas la structure, bah, ça peut être tout et n'importe quoi. En fait. La seule présente d'une phase, même avec sa composition, parce que par microsonde, souvent, on analyse que la composition des éléments métalliques, hein, tous les éléments, genre azote, carbone, oxygène, bah, si on n'y regarde pas spécialement, on peut être passé sous silence et on peut avoir l'impression que la phase est purement intermétallique, alors que c'est une phase ternaire avec un élément comme ici un nitrure. Mais il y a déjà eu le cas dans le système tungstène-nickel où il y avait des phases reportées dans le binaire, mais qui étaient en fait des carbures ternaires. Voilà. Et puis dernière chose, je m'arrête. Je voulais un peu faire la pub pour la diffraction de neutrons in situ. D'une part parce que la diffraction de neutrons, elle peut permettre de résoudre cette sorte d'ordre entre, alors pas toujours, mais entre beaucoup de métaux de transition. Et deuxièmement, parce que l'in situ au neutron, c'est beaucoup plus facile qu'au rayon X, parce que le neutron travaille sur le bulk. Donc, en rayon X, on travaille que sur la surface. En température, on a toujours des problèmes d'oxydation superficielle, etc., qu'on n'a pas au neutron, et les résultats sont beaucoup plus fiables, je dirais, en diffraction de neutrons, même si, bien sûr, c'est soumis à une machine qui est un peu plus compliquée à mettre en œuvre. Voilà, quelques remerciements. Et puis, je vous remercie pour votre attention. Je suis prêt à répondre aux questions.
Très bien, merci beaucoup Jean-Marc pour cette belle présentation. Alors, j'ai noté un petit peu les tours de questions. Je vais vous proposer un ordre. On va commencer par Jérôme Andrieux et ensuite Stéphane Gosset. Donc, Jérôme, t'écoutes. Pardon, Olivier. Bonjour à tous. Merci, Jean-Marc, pour ta présentation. Dans le tout début, sur les diagrammes originaux que tu présentes, tu parles d'une phase sigma seconde qui existerait à basse température, qui serait une phase ordonnée. Et donc, finalement, tu as beaucoup travaillé sur l'identification de la transition sigma prime sigma. Mais qu'est-ce que tu peux nous apporter comme information sur cette transition sigma seconde sigma? Et est-ce que tu l'as étudié? Oui, alors de fait, nous, on est passé par là, parce qu'on a fait l'étude in situ Oui. complète. Nous, on n'a rien vu, parce que je montre les taux d'occupation, etc. Il n'y a rien qui se passe. D'accord. De fait, de nouveau, alors là, cette transformation-là, elle est vue par une anomalie sur la susceptibilité magnétique uniquement. Et alors, le Vartel, là, il est gentil, mais du coup, c'est un obsédé des transitions en désordre parce que lui, il a même dit qu'il y avait deux transformations en désordre. Une phase ordonnée qui se transformait en une phase plus désordonnée, qui se retransformait en une phase encore plus désordonnée. Enfin, non, ça n'a aucun sens, franchement. C'est juste, lui, il a vu une anomalie magnétique ici. Moi, elle ne se traduit par rien au niveau structurel. Au niveau structural sur les taux d'occupation. Merci. Si je peux en profiter juste par rapport à la simplicité de la diffraction des neutrons in situ, par rapport à la diffraction des rayons X in situ, je n'ai pas entendu, excuse-moi, pourquoi tu avançais ça? C'est parce qu'on travaille sur des quantités d'échantillons qui sont beaucoup plus grandes. Ah oui, d'accord. Donc, on est beaucoup moins sensible à s'il y a une oxydation superficielle, on ne le voit pas. D'accord, merci beaucoup. Merci Jean-Marc. Stéphane, tu avais deux questions, une sur la phase sigma et une sur les enthalpies de mélange dans BCC. Je te laisse. Merci, bonjour. En fait, j'aurais bien plus de questions. Mais oui, une première question, Jean-Marc, merci beaucoup pour ta présentation, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Tu dis en introduction que les phases sigma, du fait de la multiplicité des sites, des 5 sous-réseaux, offrent des stoichiométries souvent très larges, des domaines de composition très larges, et on en connaît une qui est très étroite, c'est MORU, que tu connais également, et finalement, quel est l'argument pour dire que MORU aurait un comportement très différent des sigma généralement observés? Ça, c'est ma première question. Puis après, pas de comportement différent. Ce que je pense juste, c'est que c'est juste relatif à la stabilité des phases qui l'entourent et qui font que le domaine d'homogénéité se restreint. Ok, donc si on fait un calcul métastable, on verrait que le comportement global de la sigma serait à peu près équivalent à celui qu'on peut observer. Oui, de toute façon, dans les modélisations, elle est toujours modélisée de 0 à 100%. Ouais. Alors après, elle peut avoir des formes déstabilisées plus ou moins pointues sur une composition donnée, si c'est possible. Il faut regarder dans MORE le grand state qu'on peut calculer, il peut être plus ou moins pointu. Et puis, dans un diagramme de phase, évidemment, ce qui compte aussi, c'est les autres phases. C'est la stabilité des autres phases qui peuvent réduire aussi le domaine d'homogénéité. Et donc, ma deuxième question était de savoir si vous aviez fait sur la BCC des calculs SQS et si vous observez des enthalpies positives, donc des phénomènes répulsifs, parce qu'en fait, on voit que juste au-dessus, il y a la courbe, il y a le solidus et parfois, on peut être gêné à avoir des enthalpies un petit peu fortes au niveau répulsif qui viennent un petit peu déformer la courbe de solidus qui serait juste au-dessus dans la modélisation. Et je voulais savoir si vous rencontrez ce genre de problème. C'est une bonne question. Je ne crois pas qu'on l'ait en BCC. La SQS. Mais c'est une bonne suggestion. Il y avait une question également d'Abdelkrim sur des techniques expérimentales complémentaires. Abdelkrim. Oui, je vous remercie pour cet exposé vraiment très clair.
J'ai une question. Est-ce que des tentatives en microscopie électronique, notamment en système HADF, ont été réalisées, où on verrait justement des petits domaines? Parce que si c'est des tout petits domaines qui se forment, est-ce que la diffraction des neutrons ou des X pourrait les détecter? Non, sur ce système-là, on n'a pas fait de manip de thème, mais je ne pense pas qu'il y ait des inhomogénéités au niveau vraiment nano. Je ne crois pas. Parce que je vois que les gros grains de sigma sont tellement énormes que probablement à l'intérieur, il y a des petits îlots. C'est possible, oui. C'est possible. Et puis, j'avais une autre question, il est bien établi, enfin, des vagues souvenirs, que le carbone ne se dissout pas dans la phase sigma. Est-ce qu'il en est de même pour l'azote dont vous parliez il y a quelques instants? Non, justement, l'azote ne se dissout pas. C'est ce qu'on voit, c'est pour ça que le nitrure précipite. D'accord, ok. Alors, en revanche, ce qu'on a vu, c'est que, parce que ce deuxième échantillon, là, j'en ai pas parlé, mais on l'a aussi chauffé jusqu'à 1200 degrés. Donc, on observe de nouveau la transformation de sigma vers BCC. Mais par contre, là, le nitrure disparaît parce que l'azote vient se dissoudre dans la phase BCC. D'accord, ok. Et au retour, quand on refroidit, le nitrure, on retransforme en sigma et le nitrure reprécipite. Donc, on a bien un truc assez réversible, en fait. Et l'azote se dissout dans la BCC, mais visiblement ne se dissout pas du tout dans la sigma. J'ai une autre toute petite question qui est peut-être toute petite alors. De la thermo. C'est est-ce qu'on voit les défauts d'empilement, enfin des sequence faults dans ce type d'échantillon ou pas du tout? Qui sont qui ont un lien avec l'ordre des ordres? Non, dans la sigma, non, on n'observe pas ça. C'est déjà assez compliqué. Les sequence faults, c'est des choses qui sont très spécifiques à la phase sigma, du moins dans les systèmes Faircroft. Markinkowski avait mis en évidence ce genre de défaut et que personnellement j'ai déjà observé en microscopie électronique. Ok, moi je ne l'ai pas observé. Encore une fois, on n'a pas fait de microscopie électronique. Ouais. Et en diffraction, disons qu'on moyenne un peu tout ça, donc on ne voit pas. Ce qu'on ne voit pas, c'est des élargissements anisotropes, là, tels que pourraient provoquer des fautes d'empilement, par exemple. Ça, on ne le voit pas, du moins, on n'est pas assez sensible. On le voit. Merci. Je vais te poser moi une dernière question, Jean-Marc. Du coup, la proposition que tu fais sur le chrome manganèse là, est conduit aussi à réévaluer complètement le liquidus. Qu'est-ce qu'il y avait comme données sur le liquidus? Est-ce que c'est compatible ou est-ce qu'il y avait des données sur les invariants du liquidus qui les confortaient? Oui, il y a quelques données. Alors, il faudrait juste transformer ce que j'ai là, ce qui était les invariants en fait avec la phase sigma. Donc là, c'est pas forcément évident, mais soit il peut y avoir un minimum, par exemple, du liquidus ici, qui pourrait être associé. Mais encore une fois, les données sont très anciennes et c'est pas forcément évident ici ce qu'ils avaient. Ça pourrait mériter d'être évalué aussi, quoi. Entre un liquidus comme ça avec liquidus solidus relativement proche et des invariants ici, c'est pas forcément facile de mettre en évidence la différence. Ok. Ben, écoute, merci beaucoup. Merci aux 27 participants qui étaient là pour écouter Jean-Marc aujourd'hui. Il va être 15 heures, donc comme tu étais pris après, on va s'arrêter là. Pour rappel, la présentation a été enregistrée, donc elle sera mise à disposition prochainement et on vous enverra le lien. Et on vous tiendra également informé de la suite des webinaires, puisqu'a priori, on a un programme qui est en train de se construire. On devrait en avoir dans les mois qui viennent assez régulièrement. Voilà, merci à tous. Il y a des questions par mail aussi, vous pouvez je peux répondre par mail aussi à certaines questions. Merci Jean-Marc. Merci à tous. Bon après-midi à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.